abonnez-vous. Et bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans Abonnez-vous matin, il est tout juste 10h, on est à l'heure, il n'y a pas de problème technique, c'est extraordinaire, on est toujours en direct des bureaux de Mediapart toutes les semaines, moi et ma collègue Anna, c'est le lundi à partir de 18h pour vous présenter les coulisses du journal, et ici le vendredi matin, j'invite des journalistes, des influenceuses, des influenceurs, on essaie de découvrir des nouveaux médias, et on suit aussi en ce moment les municipales, une semaine sur deux, on va essayer de faire comme ça. Bonjour le chat, bonjour, je vois qu'il y a déjà des messages, merci à tout le monde d'être déjà là. Je vous présente Sophia qui est avec nous aujourd'hui. Salut. Salut. Alors, juste, je vais voir si vous entendez bien, vous nous entendez bien, nous deux. Mais pour commencer, je vais vous présenter un peu Sophia, bien sûr, qui est là pour parler de son média qui s'appelle L'Heure africaine. Alors, t'es journaliste, t'es passé par la Sorbonne et par l'ESJ Paris. T'as travaillé dans plusieurs médias et boîtes de prod avant de devenir journaliste vidéo. Hein, et t'as fait des reportages un peu partout en France, c'est ce que tu me disais, pendant 4 ans. Et là, récemment, t'as décidé de créer un média qui s'appelle L'Heure africaine et qui se spécialise dans la vulgarisation de l'actualité politique du continent. Comment tu en es venu à créer ce média? Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton projet pour les gens? Et après, on vous montrera quelques vidéos. Très bien. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Donc oui, tout à fait. Alors l'idée de ce média, c'est vraiment parti de base d'un intérêt très fort pour la politique africaine, pour l'Afrique de manière générale, les relations internationales, la géopolitique. Et c'est vraiment en ayant des discussions avec des amis où je me disais, t'as vu ce qui s'est passé dans tel pays, t'as vu ce qui s'est passé dans telle région? Non, je suis pas au courant, ou si, mais je sais pas, c'est un peu compliqué pour moi d'avoir des informations. Qu'il y a eu cette frustration de me dire, c'est vrai que le traitement de l'actualité politique africaine en France, il est assez léger, ou en tout cas, il n'y a pas forcément de contextualisation systématique, et je trouve ça dommage, parce qu'il y a plein de sujets intéressants, et puis en plus, qui parfois ont des impacts en fait sur ce qui se passe en France, donc ce serait bien de pouvoir en parler. Et puis moi, j'ai toujours voulu créer un média, créer une plateforme où je puisse parler de sujets que je trouvais intéressants, et puis pouvoir faire aussi de la vulgarisation, que je trouve ça hyper intéressant. Donc c'est vraiment parti de là. Je me suis dit, voilà, très bien, j'ai envie d'un nouveau projet, j'ai envie de créer quelque chose qui soit juste à moi et de parler de sujets intéressants, de les rendre accessibles. Pourquoi pas parler de politique africaine? Et c'est vrai que effectivement l'actualité africaine souvent passe un peu sous les radars. Alors il y a quand même quelques médias heureusement qui en parlent. Je pense que tu l'utilises aussi comme source pour ton travail, mais ça fait rarement la une. Et quand ça la fait, ça reste pas très longtemps. Hein. Je pense notamment au Soudan qui a fait la une de Libé il y a quelques temps, mais qui après est reparti dans les limbes de l'information. Toi, tu travailles comment? Quelle source tu utilises pour ton contenu, pour tes vidéos? Alors je lis énormément d'articles. Déjà des articles de fond, parce que ça me permet d'avoir une idée du contexte de certains événements, certains sujets, beaucoup d'articles pour comprendre en fait aussi l'histoire de certains territoires, pourquoi est-ce qu'il y a ces choses-là qui se passent. Aussi beaucoup d'articles d'actu chaude, forcément, pour pouvoir déjà choisir les sujets, pouvoir aussi confronter les sources, voir en fonction des pays comment est-ce que tel et tel sujet est traité. Et donc après, si je te parle des sources concrètes, alors il y en a plein en médias français, forcément RFI, France 24, Courrier International, que j'aime beaucoup parce qu'ils citent beaucoup de médias locaux. Oui, puis même ils traduisent parfois des articles entiers qu'on peut utiliser comme source, effectivement. Tout à fait. Aussi Le Monde diplomatique, Afrique 21, Histoire Crépue aussi. Et donc j'essaye aussi énormément, un maximum, d'utiliser des articles, en tout cas d'accéder à des médias qui sont locaux. Après, il y a toujours cette difficulté de savoir, est-ce que le média il est fiable, mais voilà, le fait de croiser les sources, le fait de lire beaucoup aussi, ça me permet moi aussi de pouvoir avoir aussi un point de vue différent, parce que le traitement de l'actualité, il n'est pas du tout le même via la presse française ou via la presse locale, surtout en fonction des sujets. J'essaie vraiment de multiplier un maximum les sources de cette manière-là. Souvent, ce qui est difficile dans la recherche des sources quand on est dans un pays qu'on ne connaît pas forcément, c'est qu'effectivement, on ne sait pas où se positionne le journal. Quand c'est des pays où c'est des situations parfois de régime autoritaire ou de dictature, on ne sait pas si le journal est totalement libre, même ça peut exister dans des dictatures, des journaux qui sont plutôt libres. Donc il y a aussi un travail à faire de recherche de d'où parle la personne qui écrit, que nous, comme on connaît un peu le paysage médiatique en France, on sait à peu près d'où parle la personne. C'est aussi une couche de travail en plus. Tout à fait. Tout à fait. Je propose qu'on montre une vidéo pour que les gens aient un peu une idée de ce que tu fais. Alors moi j'avais choisi le rapprochement Tchad-France, mais on peut en regarder une autre. J'avais trouvé intéressante aussi l'élection en Ouganda, parce que je trouve que c'est un pays dont on parle encore moins, parce qu'il y a aussi cette distinction des pays d'Afrique francophone ou les pays d'Afrique anglophone, où il y a aussi une distance encore plus grande, je trouve, dans l'actualité, où on en parle encore moins. Capture, je vais mettre en capture, je pense que c'est parfait, on voit la vidéo en entier, c'est incroyable.
Je pense qu'on va mettre l'Ouganda, comme ça, si tu veux, t'es pas obligé, mais si tu veux mettre le casque, tu peux avoir le retour son, mais c'est pas du tout. J'ai tellement écouté. Bah oui, je pense. Alors, élection sous tension en Ouganda, je vais vous donner une idée du travail de Sophia. Alors, En Ouganda, elles font un peu peur là. Près de 22 millions d'électeurs sont appelés à aller voter ce jeudi 15 janvier pour élire leur président. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le climat pré-élection, il est tendu. Je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, ici on parle de politique africaine, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Déjà c'est tendu parce que Yoweri Museveni, le président sortant, ça fait 40 ans qu'il est en place. Et il a pas l'intention de partir, vu que là il brigue un nouveau mandat. Alors, il est donné gagnant par plusieurs observateurs, mais son principal rival, Bobi Wine, il est populaire. Et puis il incarne un renouveau qui est attendu par une partie de la population. Le truc, c'est que depuis l'indépendance de l'Ouganda en 1962, il n'y a jamais eu d'alternance politique pacifique. C'était soit des putschs, soit la guerre. Donc plusieurs organisations, style Amnesty International, craignent que les élections se passent pas de manière super réglo, et ou que l'après-élection se passe dans la violence par rapport du coup aux résultats. Et si on rajoute à ça la présence militaire renforcée qui a été constatée ou le fait que les Ougandais n'aient plus accès à Internet depuis plusieurs jours, bah on comprend ce climat de tension. Mais d'après vous, qui a le plus de chances de gagner ces élections ? et donc, par exemple, pour cette vidéo, comment tu t'es pris? Est-ce que c'est un pays donc, où tu t'étais intéressé avant, ou est-ce que c'est un pays que tu as dû découvrir comme ça pour faire ton travail? Alors, sur cette vidéo-là, bon, le fait de faire des recherches en continu tous les jours, je m'étais déjà intéressée. C'est vraiment, moi je trouve que un des sujets que je trouve particulièrement intéressant, c'est quand on réfléchit politique africaine, c'est justement ces chefs d'État qui restent au pouvoir très longtemps, qui réussissent à traverser les époques. Et donc quand je suis tombée sur ce sujet-là, je me suis dit ok, c'est un sujet potentiellement qui peut être intéressant. En plus, comme tu l'as dit, on sait pas trop ce qui se passe en Ouganda si on s'y intéresse pas trop, on sait pas trop quel est le régime politique, etc. Donc je me suis dit ok, je vois l'information, elle est potentiellement intéressante, je vais creuser un petit peu et c'est comme ça que la vidéo s'est faite. Donc j'avais vu l'information et je me suis dit il y a un intérêt à la mettre en avant. Et tu essaies de faire des formats à la fois, des formats un peu plus analytiques et aussi des formats un peu plus courts, et tu as aussi des formats où tu réponds simplement aux questions des gens, donc c'est d'avoir un peu une diversité d'approches dans ça. Bon, sur la vidéo sous l'Ouganda, je sais pas s'il y a eu énormément de retours, mais quelle est la réaction des gens en général à ce que tu fais? Tu as l'impression qu'il y a un intérêt vraiment pour ces actualités-là? Tu le vois en postant tes vidéos? Oui, alors j'ai l'impression qu'il y a vraiment un intérêt, surtout sur TikTok où je pense que les vidéos circulent différemment. Souvent, ce qui revient, c'est ah bah j'étais pas au courant de ce qui se passait, c'est super de pouvoir en parler. Ou sinon, il y a des débats aussi c'est très intéressant entre des personnes peut-être de la diaspora qui connaissent, qui ont envie de réagir sur l'information, et d'autres personnes qui connaissent moins mais qui se posent des questions. Donc ça crée déjà de la discussion en commentaire. Et oui, ce qui revient souvent, c'est ça. C'est ah bah j'étais pas au courant, ou ah c'est fou, pourtant on n'en entend jamais parler. Comment ça se fait? Ça revient quasi systématiquement, surtout sur des vidéos de pays qui sont peu mentionnés en fait dans la presse mainstream. En faisant tes recherches, par exemple sur l'Ouganda, qu'est-ce que tu as appris et comment tu as construit ta réflexion pour la vidéo? Ça t'a donné un peu quelle image du pays en lisant un petit peu au-delà de juste la dépêche actualité il y a une élection présidentielle? Alors moi, en me renseignant du coup sur l'Ouganda, ce qui m'a forcément marqué, c'est d'accord, ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir, d'accord, les élections se passent comme ça, d'accord, il y a des réactions quand même du côté de la population, du côté de la jeunesse. Ça, c'est ce qui est intéressant aussi de parler de sujets liés à l'Afrique là maintenant avec les réseaux sociaux, c'est que typiquement moi j'utilise beaucoup TikTok. Alors comme l'une de mes sources, ça va pas être ma source principale, mais de voir un petit peu la réaction des gens, des Ougandais là typiquement sur ah oui en effet, en plus on a entendu parler de bon là c'était avant. Cette vidéo, c'était avant l'élection, mais après, du coup, parce que j'ai fait une vidéo après sur la suite, de bourrage papier. Oui, on voit bien que les élections, elles sont pas faites de manière très réglo. On a envie de pouvoir s'exprimer là-dessus. On a envie que ce soit davantage mis en avant, davantage abordé. Et donc, c'est un peu ça que j'ai découvert et qui m'a intéressée. C'est d'accord. Ça fait partie de ces régimes-là où les chefs d'État restent assez longtemps, mais en interne, chez la population, il y a une volonté que ce soit plus abordé, plus mis en avant et qu'il puisse y avoir une alternance, en fait, des changements qui soient faits. Et il y a une discussion autour de ça en interne. Moi, c'est ça qui m'a un peu frappée quand j'ai fait mes recherches. Ouais, moi, ce que je trouve intéressant, c'est bien que tu en parles, c'est par rapport aux vidéos TikTok comme source, c'est que parfois, tu n'as pas que les commentaires, tu as aussi des vidéos de citoyens ordinaires de ces pays qui font soit qui documentent, par exemple, des mouvements sociaux, ou alors simplement qui témoignent face caméra de la situation politique, sans être des experts, sans être des journalistes, et simplement des gens qui témoignent. Ça permet d'avoir un peu une impression de comment les gens se positionnent par rapport à la situation politique de leur pays aussi de l'intérieur. C'est des vidéos que tu
t'arrive de tomber dessus et de les regarder aussi? Ah, totalement. Totalement. Bah, typiquement, sur l'Ouganda, c'était ça. C'était je pense peut-être des influenceurs à leur échelle qui parlent de ces sujets-là, qui veulent les mettre en avant, qui en plus on parle en anglais, donc ça c'est utile sur des, sur des vidéos qu'on peut comprendre. TikTok, ça permet ça aussi. Donc oui, oui, totalement. Je trouve que c'est même une source qui, surtout quand on parle de ces sujets-là, qu'il faut absolument exploiter. Et justement, on parle de cette différence de la langue, mais on l'a pas dit, mais c'est un peu évident, mais je le dis quand même. On est sur un continent immense, 1,5 milliard d'habitants, 54 pays, 55 si on compte le Sahara occidental, pour les commentaires YouTube. Et forcément, il y a une énorme diversité de langues, de cultures, de situations politiques. Comment on s'y retrouve? Comment tu fais tes choix, toi? Comment tu dis je vais m'intéresser? C'est vraiment tu te laisses porter par l'actualité ou tu as des pays desquels tu t'es plus intéressé par la situation, que tu as plus suivi? Forcément, on peut pas tout suivre tout en même temps, quoi, sur 54 pays. Ah, c'est une très bonne question. Alors moi, et forcément, je suis en fonction de l'actualité, des sujets qui sortent, mais j'essaye quand même de toucher un peu à toutes les zones, autant le Maghreb que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale. J'essaye vraiment la Corne de l'Afrique. L'idée, c'est vraiment de faire une sorte de photographie en fait du continent. Après, voilà. Comme tu l'as dit, 54 pays, c'est super vaste. Je peux pas être partout et je vais sûrement rater des sujets. Mais ce que je me dis, c'est bon, voilà, j'ai parlé plusieurs fois de tel sujet parce qu'il est hyper important, parce que il y a beaucoup aussi d'articles autour. Mais voilà, je vais essayer de descendre aussi un petit peu. J'ai aussi deux choses. L'idée, c'est de mettre en avant des pays qui sont pour le coup vraiment jamais représentés. Si je vois que ce sujet, ok, c'est un petit sujet, mais voilà, ce pays on n'en parle pas assez. Pourtant, il se passe des choses. Il faut que je le mette en avant et aussi de surreprésenter. Je sais pas si c'est le bon terme. Des pays où il se passe des choses très très graves et j'estime qu'il faut vraiment en parler à chaque fois qu'il y a une information sur ces sujets-là. Typiquement le Soudan, dont on pourra parler plus tard. Mais c'est un peu comme ça que je réfléchis. Ouais, c'est-à-dire que tu fais un peu à la fois mettre en avant des pays méconnus et en même temps faire des suivis sur des sujets. De toute façon, c'est des choix éditoriaux de toute façon qu'on doit toutes et tous faire quand on fait un travail de journaliste, évidemment. Mais on peut parler du Soudan maintenant, un peu comme tu l'évoques. C'est un sujet qui était extrêmement mis en avant dans les médias il y a quelques semaines, mais la situation est toujours grave. On a eu le siège d'El Fasher là au Soudan. Je fais très grossièrement la situation, mais disons qu'il y a l'armée régulière et une faction plutôt milicienne qui était avant intégrée à l'armée régulière qui s'affrontent, et il y a eu un siège dans une ville du Darfour qui s'appelle El Fasher, et il y a eu un nombre de morts extrêmement important qu'on n'a pas encore réussi à calculer aujourd'hui, et ce conflit dure depuis très longtemps déjà. Il y a eu une révolution populaire qui a été réprimée dans le sang, et depuis plusieurs années il y a ce conflit-là qui est un peu en toile de fond, mais effectivement on voit qu'il revient de temps en temps dans l'actualité, mais il n'y a pas vraiment un intérêt maintenu sur le long du conflit, alors qu'il y aurait 1000 raisons de le faire. Toi, tu l'expliques comment, ça? Alors, ouais, je dirais même que ça part, et puis il y a ce travail de contextualisation-là, il va pas forcément au bout. Il faut s'y intéresser, il faut dire, d'accord, premier article, ok, je comprends que c'est grave, mais pourquoi? Bon, il faut que je lise un autre article, et puis tu finis par avoir la flemme et te dire, bon, tant pis, je lirai sur autre chose. Moi, je pense que il y a cette idée-là de c'est loin. Je pense que sur le Soudan, typiquement, on en a fait un drame humanitaire sans forcément mettre en avant les causes politiques. Ce qui fait que quand c'est présenté comme un drame humanitaire, il y a cette idée un peu de c'est super triste, c'est horrible. D'une certaine manière, on peut pas faire grand-chose. Voilà, c'est terrible, c'est très loin, c'est là depuis toujours. Il y a cette idée même que les gens souffrent dans ce pays depuis toujours, et on va moins questionner les sources du problème et moins se dire ok, il y a une responsabilité politique qui peut être mise en avant. Enfin, en fait, pour moi, la manière dont l'information passe sur ce sujet-là, c'est parce que c'est quelque chose qui est là. On sait que c'est là. Quand il y a un gros bilan humain, on va en parler, mais on va pas forcément faire des recherches parce que dans la réflexion collective, c'est juste quelque chose qui est là, quoi. Je trouve ça assez dommage. Je pense qu'il y a un travail qui pourrait être fait là-dessus, et ça changerait totalement la vision qu'ont les gens sur ce sujet-là. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement il y a un côté un peu parfois dépolitisant en parlant de conflits humanitaires, alors que le Soudan, c'est un pays qui a une histoire politique syndicale assez importante, et il y a eu, comme je disais tout à l'heure, une révolution populaire qui a renversé le dictateur qui était là depuis 30 ans, et là on a des factions alors qui sont soutenues. Alors je saurais plus dire exactement quel pays soutient quelle faction, mais je crois qu'on est sur plutôt Égypte, Émirats Arabes Unis, ce genre de pays qui s'impliquent dans le conflit. Mais effectivement, on a un peu le côté juste, on dit c'est de l'humanitaire, c'est pas de la politique, et donc on essaye de mettre ça un peu à distance, ce qu'on ferait pas forcément pour d'autres conflits. Il y a une bonne question d'Oscar Pasta. Effectivement, à plus de 50 pays, des situations politiques et sociales variées, c'est énorme à traiter. Il n'y a pas une frustration de ne pas pouvoir tout couvrir? Très très bonne question, tout à fait.
toujours. Toujours une frustration de se dire: «Bon, moi les calculs que je fais en général, c'est vraiment, ce sujet-là, il revient, énormément. C'est un gros sujet pour comprendre aussi, ce qui se joue sur le continent, donc je vais en parler, essayer de rendre ça le plus accessible possible». Mais me dire: «Ah bon, bah, ce sujet-là, peut-être que j'en parlerai à un autre moment», ou c'est aussi pour ça d'ailleurs, c'est comme ça qu'est partie, parce qu'on en a pas encore parlé, c'est la création de la chaîne YouTube. C'est de pouvoir parler d'autres sujets justement qui sont peut-être moins liés à l'actu chaude et aller vraiment, plus au fond des choses parce que bon, bah, voilà, sur les réseaux sociaux, le temps d'attention, il est pas énorme. J'ai essayé de faire des vidéos de plus de 3 minutes, hein, ça a pas très bien fonctionné. Ah, Donc excuse-moi, je t'ai coupé. pas de souci. Donc oui, il y a toujours des choix à faire, il y a toujours des frustrations, mais bon, je me dis: «Bon, si j'arrive à essayer de toucher un petit peu à tout, au moins j'ai déjà cette victoire-là». Oui, puis non seulement la question de tout traiter, mais en plus il y a la question de tout suivre, parce qu'on peut ni tout traiter, ni tout suivre, effectivement. Donc c'est des choix éditoriaux à faire, en fait, à chaque fois sur la situation. Par exemple, je pense à ta vidéo sur le Niger. Tu parlais d'une attaque d'aéroport. Et là, alors j'ai pas vu sur TikTok, mais effectivement, tu as parlé de l'attaque au moment où ça s'est produit, un peu comme un flash info. Après, est-ce que tu as pu suivre ce qui s'était passé, le fait que ce soit un groupe d'État islamique qui a attaqué dans un contexte un peu compliqué? Voilà, est-ce que c'est des vidéos d'analyse que tu peux faire, ou tu penses que parfois on fait le flash info et on peut pas faire plus parce qu'on n'a pas 15 bras, quoi, on peut pas non plus tout faire. Comment tu gères ça? Comme tu as dit, il y a des choix à faire. Là, typiquement, oui, en me renseignant forcément quotidiennement, j'ai vu un petit peu la suite. J'ai vu qu'il y a eu aussi d'autres attaques. De toute façon, le Niger fait partie de cet état du Sahel qui subissent beaucoup d'attaques terroristes. Mm. Donc, il y a toujours, malheureusement, des choses à dire sur ces sujets-là. Bon, après, c'est un choix de me dire est-ce que, est-ce que je donne un suivi? Est-ce que je passe sur à autre chose? Là, pour le coup, c'était pas forcément prévu d'en reparler. Mais ouais, c'est vraiment toujours des choix et c'est compliqué, justement, de tout suivre. Souvent, en plus, je me dis bon, bah voilà, c'est une affaire à suivre. Oui, c'est une affaire à suivre. C'est pas forcément moi qui, Suivez-la vous-même. c'est ça. Et il y a Thomas80 dans le chat qui dit: si pas de lien direct avec la France, genre intervention, visite diplomatique, le sujet n'est pas traité dans nos gros médias. Et en plus, on va traiter un sujet sous le prisme de la vision coloniale française, ce qui est le cas dans certains médias, effectivement. Est-ce que tu as cette impression-là, toi, sur le traitement parfois des médias français? Parce que il y a des. Encore une fois, on fait des revues de presse, tu fais des revues de presse, on utilise évidemment des médias français qui parfois font du très bon travail, mais on ne peut pas s'empêcher de voir dans le traitement médiatique parfois une espèce de paternalisme ou une espèce de prise de distance un petit peu inutile par rapport à l'actualité africaine. Est-ce que tu as perçu ça, toi, en lisant ou en regardant certains médias? Totalement. Alors oui, c'est très bien de préciser que voilà, il y a les médias streaming et puis il y a les médias qui sont spécialisés, qui font, voilà, j'en ai cité certains qui font du très bon travail, des médias indépendants aussi qui font du très bon travail. Je sais pas que les autres font pas de très bon travail, mais bon, c'est une autre approche. Disons qu'on peut trouver des bons des journalistes qui font du bon travail partout, mais la question est plutôt sur en général, Oui. quelle est l'approche, quoi. Oui, c'est ça. Oui, j'ai totalement ressenti. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va aller vite parce que c'est un sujet. Bon, on voit qu'il commence à y avoir un petit intérêt parce que un peu sensationnaliste. Mais je trouve totalement ça. C'est que il y a une distance sur des sujets où il devrait pas y avoir, à mon sens, forcément de distance. Il y a ça, je l'ai beaucoup remarqué en comparant certains sujets sur comment c'était traité en France et à l'étranger. Souvent, il y a des partis pris qui sont faits côté France, qui sont pas faits avec les médias locaux, parce que dans l'imaginaire non, mais dans la pensée, du point de vue occidental, l'histoire est racontée comme ça, alors que sur le terrain, elle est racontée différemment. Donc ça aussi, c'est intéressant justement de comparer les sources. Et ça, je trouve que ce serait intéressant d'avoir les deux histoires, que chacun puisse se faire justement son avis, se dire d'accord, du point de vue français, nous, tel sujet, il est abordé comme ça, mais localement, ils vous diront plutôt que cette crise-là, elle est perçue comme ça. Et ça, je trouve, forcément, c'est aussi mon travail, on va dire, de confronter ces deux idées, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est point de vue français, point de vue occidental, et c'est l'histoire comment dire, il y a c'est raconté que d'une certaine manière. Je sais pas si c'est très clair. Oui, puis il y a aussi une espèce d'essentialisation souvent des populations, alors pas que sur le continent africain, mais dans les pays même du sud global et de l'est de l'Europe, les populations sont entièrement uniformes et pensent toutes la même chose, alors qu'effectivement il y a aussi différents points de vue politiquement, les gens se situent pas de la même façon, et c'est aussi une diversité qui est pas forcément prise en compte dans nos médias en Occident. Souvent on a cette espèce d'uniformisation des populations qui sont pas d'Europe de l'Ouest ou d'Amérique du Nord, quoi. Je sais pas si tu le vois aussi dans le traitement parfois des médias, quand tu fais la différence, quand tu lis les médias locaux et les médias européens, il y a peut-être plus de nuances dans la perception de ce que pensent les gens aussi. Oui, oui, totalement. C'est vrai que typiquement, si le discours
Si le discours commun, ça va être, on est, j'essaie de trouver un exemple précis, mais j'ai tellement de sujets en tête que je vais rester du coup un peu vague, c'est pas grave. Le discours commun, c'est par exemple, il y a eu telle élection, il a été élu à tel pourcentage, donc voilà, tel pourcentage de la population et voilà, le reconnaît comme président. Sur le média local, ça va être plus tel pourcentage, mais il y a seulement telle région qui peut s'exprimer sur ces sujets-là. Le gros des régions n'a pas accès à Internet ou n'a pas accès à tel. En fait, il y a de la nuance qui est importante pour comprendre en fait le sujet qui est apporté sur les médias locaux, qui sera pas apporté ici. Et c'est dommage parce que du coup, on perd un peu du sujet. Oui, effectivement, c'est la question de l'accès au vote et tout qui est aussi employée sur la question des différents pays. Il y a les questions aussi plus générales. Je pense qu'on disait que c'est compliqué de parler à l'échelle d'un continent, mais on peut parler en sous-région, parler d'Afrique de l'Ouest, parler d'Afrique centrale. Et c'est un peu ce dont tu parles aussi dans ta vidéo YouTube, on y reviendra tout à l'heure, mais en ce moment, il y a toutes ces questions-là, des rapports de force, et notamment des liens avec les grandes puissances qui s'est joué. Donc il y a la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui est plutôt proche de l'Occident en général. Et récemment, là, il y a eu plusieurs putschs dans des pays du Sahel, alors Niger, Burkina Faso et Mali. Et ces pays-là ont créé l'association des États du Sahel, qui une association qui s'est rapprochée plutôt de la Russie, avec l'envoi notamment de Wagner et de troupes russes. Cette question-là, ça pose aussi des enjeux plus géopolitiques largement entre pays et aussi le rapport avec les grandes puissances, que ce soit l'Europe, les États-Unis, la Chine ou donc la Russie. Est-ce que des sujets aussi qu'on peut aussi aborder dans ton média, c'est des sujets qui t'intéressent? Oui, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. J'en ai pas mal parlé. Comme tu l'as dit, j'ai dédié une vidéo YouTube, la première, justement à la CEDEAO. On la regardera tout à l'heure d'ailleurs. On fera un react comme font les streamers. Très bien, super. Et donc, oui, parce que pour comprendre justement les rapports de force entre les pays et les dynamiques, parler de ces sujets-là, c'est hyper intéressant. Typiquement, là, la CEDEAO et l'arrivée de l'AES, quand on réfléchit au rapport entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est un peu the sujet brûlant. Parce que pour donner un peu de contexte, la CEDEAO, enfin la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de base, c'est une organisation qui a pour l'idée la coopération économique, qui avec le temps a pris aussi la casquette de maintien de la paix, que ce soit en interne, éviter des conflits en interne, mais aussi protection contre le terrorisme. Et là, c'était en 2023, ces 3 pays que tu as cités ont décidé de sortir de cette organisation-là pour créer l'AES, parce qu'ils estimaient que l'organisation ne les a pas aidés sur ces questions liées au terrorisme et qu'en plus elle les a punis parce qu'ils ont du coup vécu des coups d'État. Et donc comprendre cette sortie de ces pays-là, cette division dans cette organisation qui était quand même assez influente, quelles conséquences ça a pour le territoire, quelles conséquences ça a pour que ce soit leur rapport économique mais aussi politique, quelles conséquences ça a pour les alliés aussi, parce que tu l'as bien dit, CEDEAO plutôt proche de l'Union européenne et des puissances occidentales, l'AES totalement en rupture. Comprendre aussi pourquoi est-ce que l'AES elle est sortie, quel rapport ont ces 3 pays-là. En fait, analyser ce genre de changement, c'est vraiment comprendre quels sont les rapports entre les pays et pourquoi est-ce que justement, quand on parle du Burkina Faso, on parle de ce point de vue-là. Pourquoi est-ce que quand on parle du Nigeria, on parle dans ce point de vue-là. Enfin, je trouve ça, sur une chaîne où je cherche à expliquer en fait la politique africaine et la géopolitique, analyser ces sujets-là, c'est essentiel. Ça permet de comprendre aussi d'autres actualités. C'est bien d'être à la fois aux 2 niveaux, c'est-à-dire au niveau national et au niveau aussi géopolitique, parce qu'on n'a pas la même analyse, je trouve. L'analyse au niveau national, ça peut être plus nuancé par rapport au régime, par exemple, à l'état du régime. On peut dire, je sais pas, au Burkina Faso, là, il y a la dissolution des partis politiques, il y a de l'arrestation des opposants, etc. Mais par contre, au niveau régional, on peut dire, oui, mais il y a aussi un enjeu de rapport avec les puissances. Et en fait, l'analyse est complémentaire, je trouve. Elle est pas exactement la même. Je sais pas ce que tu en penses, si tu as aussi cette vision-là sur les différents niveaux d'analyse. Totalement. Et puis en plus, ça permet de comprendre pourquoi est-ce que sur le plan régional, ils agissent comme ça. Enfin, en fait, les deux sujets se nourrissent. Je trouve pareil, hyper intéressant. Et puis en plus, on rajoute, là c'était en interne, donc c'est les pays d'Afrique entre eux. En plus, on rajoute les puissances extérieures entre elles et quels intérêts elles ont par rapport à ces changements-là. Enfin, c'est ça. Enfin, toutes ces couches permettent de se nourrir les unes les autres. Puis, d'autant plus qu'on est dans une période où il y a un changement aussi de politique des États-Unis vis-à-vis de la question des droits humains. Pendant longtemps, l'Occident s'est dit oui, on collabore avec vous, mais si vous faites tel ou tel effort sur les droits de l'homme, etc. Là, les États-Unis ont totalement abandonné ça. Bon, de fait, ça se faisait pas à chaque fois avant et pas avec tous les pays, mais les États-Unis ont totalement abandonné ça. Et d'ailleurs, il y a un rapprochement là avec l'AES. Alors, je sais pas si ce sera
couronné de succès ou pas, mais en tout cas, ça permet aussi de suivre ces évolutions-là au sens plus large, quoi. Je propose qu'on en parle de ça, qu'on regarde maintenant la vidéo YouTube que tu as faite sur la CEDEAO, si ça va. C'est pas très très long, hein, ça fait 7 minutes, mais c'est un format le plus long que tu as fait pour l'instant, et tu penses aussi nourrir cette chaîne YouTube avec des formats un peu plus qui analysent un peu plus en profondeur, c'est ça l'idée? Oui. Ok. Attends, Je réponds maintenant Tu peux me répondre maintenant. De toute façon, je lance la vidéo. Ok, très bien. Oui, alors l'idée de la chaîne YouTube, c'est vraiment ça, de pouvoir parler de sujets, rentrer un peu plus dans les détails, plus dans le décryptage, dans l'analyse. Et donc là, il y en a une autre qui devrait arriver ce week-end. Et le but, c'est ça, c'est d'en faire plein. Et j'ai encore d'autres concepts pour en parler tout à l'heure. On pourra en parler, bien sûr. Et hop là. Et normalement, ça fonctionne et c'est bien cadré. Enfin, bien cadré. C'est cadré, c'est cadré. Je vous propose, donc on va lancer la vidéo. N'hésite pas, hein, comme je te disais tout à l'heure, si tu veux ajouter des infos ou donner des détails, tu peux me dire de mettre pause, je mettrai pause la vidéo. Ok, très bien. Ça dure 7 minutes et donc c'est une analyse un peu plus sur la CEDEAO que j'ai trouvé plutôt intéressante et nuancée par rapport à ces analyses-là, d'autant plus que, comme je disais, on analyse plus l'AES parce que il y a l'effet de la nouveauté aussi et puis du changement d'alliance, mais aussi c'est bien de revenir sur la CEDEAO, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quoi. En mai 2025, la CEDEAO a fêté ses 50 ans. Une date d'anniversaire symbolique qu'on aurait pu lire comme une preuve de la stabilité de cette organisation. Mais quand on se concentre sur les événements de ces derniers mois, Je demande juste au chat si le son de la vidéo vous convient. on se rend compte qu'elle est plutôt fragilisée, voire carrément remise en cause. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que l'une des organisations les plus influentes de l'Afrique post-coloniale semble traverser une crise qui, si on croit certains spécialistes, pourrait carrément lui être fatale? C'est ce qu'on va voir. Le chat me dit un peu bas, donc je vais juste faire un petit peu de mixage son. Hop là, un peu faible, comme ça. Si on pouvait augmenter un peu. Alors, je vais voir si je peux augmenter Mixer Podcaster. C'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Je vais l'augmenter un peu, vous me direz si ça vous va. Ensemble dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je me présente, je m'appelle Sophia, je suis journaliste, j'ai fondé L'Heure africaine, un média qui se spécialise dans la vulgarisation de l'actualité politique africaine, et on est déjà des milliers sur TikTok, sur Instagram, et j'ai décidé de lancer ma page YouTube, donc voilà, c'est officiellement la première vidéo YouTube. D'ailleurs, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, parce que je vais faire plein de sujets dans ce type. Bon, voilà, je vous ai assez tenu la jambe, on repart. Alors déjà, c'est quoi la CEDEAO? La communauté... C'est toujours faible, ça c'est le problème de mixage. Hop là, propriété. Ouais, effectivement, ça risque juste de poser problème quand je vais parler dans le micro. Mais on monte le son, ça va. Bon, si vous montez le son, ça va. Simplement, j'ai pas de moyen d'augmenter le son. Je vais juste vérifier une seconde parce que c'est dommage d'avoir. Ça, c'est pour nous. Non, c'est tout au max, hein, désolé, je peux pas augmenter plus. Bon. Voilà, allez, je remets si vous arrivez à entendre, c'est le principal. Je vais mettre les sous-titres aussi, comme ça. Vous avez une petite aide visuelle. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est une organisation régionale, puisqu'elle se concentre sur l'ouest de l'Afrique, qui voit le jour le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria. De base, elle réunit ces 15 pays, donc le Sénégal, le Nigeria, bref, là normalement ils s'affichent, vous les voyez tous. Pour donner un peu de contexte, on est dans les années 70, on sort des grandes vagues de décolonisation, et la majeure partie du continent est en pleine reconstruction. Donc le projet est part clairement de se dire, ok, la France, l'Angleterre et les autres puissances coloniales, c'est ciao. Nous, bon, on n'est pas forcément alliés entre nous, mais on a des intérêts communs et on va travailler ensemble pour développer notre économie et le faire sans aide extérieure. Et du coup, son ambition au départ à la CEDEAO, elle est plutôt simple. C'est renforcer les liens entre ces États membres et permettre la coopération, la stabilité et le développement économique de ces pays. En gros, créer un espace commun d'entraide et d'échange pour développer leur économie. Et donc pour aller très vite, ça passe par protéger et préserver les ressources. En gros, tous ceux qui ont des sols, plein de choses intéressantes, s'assurer que l'exploitation puisse se faire tranquillement et le plus longtemps possible, évidemment, ou encore par la création d'un marché commun, donc faire en sorte que les marchandises puissent circuler librement d'un pays à l'autre, avec des droits de douane qui soient limités. Donc de base, c'est vraiment ciblé économie, mais assez rapidement, la CEDEAO prend le rôle de gardien de la paix. C'est intéressant sur ta présentation parce qu'on voit aussi que c'est pas un truc qui s'est fait dans la lignée des colons, des puissances coloniales, vraiment qui voulaient maîtriser les pays. Au départ, c'était vraiment un projet d'émancipation économique et militaire, en fait, la CEDEAO. Totalement, c'est un peu répété ce que je dis dans la vidéo, mais oui, l'idée c'est vraiment de se dire voilà, on est maintenant indépendant, on a envie de développer notre économie, on va le faire par nos propres moyens. C'est vraiment un projet de coopération économique de base.
C'est un peu une version de l'Union européenne en fait, au départ en tout cas, donc c'était la forme de l'UE au départ, ou je sais pas, ce qu'ils font aux États-Unis avec le traité de l'Amérique du Nord, enfin c'est le même type de projet d'échange économique, mais avec une composante de défense en plus qui est assez inédite même, hein, par rapport à d'autres modèles qu'on pouvait avoir de coopération entre États. Oui, et qui s'est fait en plus avec le temps. C'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que le projet a évolué en fonction, des besoins. Ça, c'est quand même assez intéressant. Dans la région. Dès les années 90, elle œuvre désormais pour la coopération politique, la paix et la sécurité régionale. Elle crée même une sorte d'armée, les Comog, conçue pour être déployée, donc envoyée n'importe où sur le terrain en cas de besoin. Et sur papier, cette CEDEAO, elle est super prometteuse. À eux 15, ils ont des ressources minières riches, une agriculture riche et un marché de 290 millions de consommateurs. Et en plus de tout ça, l'intérêt de rajouter la casquette de gardien de la paix se confirme, elle fait ses preuves. Ils interviennent sur plusieurs conflits régionaux, le Libéria en 1990, la Sierra Leone en 97 ou encore la Guinée-Bissau. Et pourtant, c'est bien cette volonté de maintenir la paix à tout prix qui va la plonger dans la tourmente. Le 28 janvier 2024, c'est le scandale international. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger décident de quitter la CEDEAO pour former leur propre organisation, l'Alliance des États du Sahel, ou AES. Ils estiment ne plus rien avoir à tirer de la communauté parce qu'elle n'a pas été en mesure de les aider dans leurs problèmes de sécurité liés au terrorisme et qu'elle n'a fait que les sanctionner quand ils ont essayé de trouver leur propre solution. Et c'est vrai qu'ils subissent des sanctions depuis qu'ils ont connu des coups d'État. C'est un peu le de poids de mesure en fait qui est reproché ça, parce qu'effectivement c'est des régimes qui étaient élus plus ou moins démocratiques, mais qui ont été remplacés par des juntes militaires. Ça c'est indéniable, mais la difficulté c'est qu'en fait parfois il y a des régimes autoritaires qui sont un peu plus acceptés que d'autres, quoi. On va dire suivant leurs alignements, on peut les considérer comme fréquentables ou non, quoi. Totalement, et il y avait cette idée-là aussi qui était avancée par des États d'hypocrisie de voilà, vous mettez en avant la démocratie d'apparence, où justement on sait que les élections sont pas de manière hyper transparente, mais tant que vu de l'extérieur, le processus démocratique a l'air d'être respecté, là vous l'acceptez. Alors que nous, on a assumé de voilà, coup d'État, putsch. Là, typiquement, ça devient un problème. Surtout qu'il y a aussi cette idée-là que n'est pas allé chercher la source. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à ce coup d'état-là? Comment est-ce que les populations vivaient? Comment est-ce que ça a été reçu aussi? Est-ce que c'était une bonne chose enfin, évidemment, là, je parle du point de vue AES, hein, mais pour l'État et pour bien vivre, en fait, d'aller vers ce virage-là politique. Oui, il y avait un discours aussi, et puis il y avait une composante aussi de bloc d'alignement en fait. On sait qu'il y a eu une influence, il y a eu une espèce de guerre d'influence entre la France et la Russie dans ces pays-là. Il y a eu aussi une question simplement d'alignement géopolitique euh, sur ce sujet-là. Alors, je vais relancer la vidéo. Je vois les questions, hein, mais j'en répondrai peut-être après la vidéo pour pas trop partir du sujet. Le Mali est suspendu du Conseil en 2020, le Burkina Faso en 2022 et le Niger en 2023. Mais plus important encore, pour les 3 États, la CEDEAO s'est bien éloignée de son projet de base d'entraide et d'unité pour devenir un, je cite, instrument autoritaire manipulé par les anciennes puissances coloniales et notamment la France. En fait, en disant tout ça, ce qu'ils mettent en avant, c'est un sujet qui est essentiel pour l'organisation et qui touche tous les États membres. C'est la question de la souveraineté des États, donc leur capacité à disposer d'eux-mêmes et à prendre leurs propres décisions, indépendamment de ce que souhaite la communauté économique. Pour faire simple, où s'arrête la volonté des pays membres d'évoluer comme ils le souhaitent et où commence la politique régionale dictée par l'organisation. Ce sujet est essentiel puisqu'un pays qui a le sentiment de perdre sa souveraineté, donc perdre sa liberté d'une certaine manière, c'est un pays qui questionnera l'intérêt de rester dans une organisation. Et qui... C'est ce que j'ai envie de dire, c'est le débat politique qu'il y a dans toutes les organisations. Je suis en train de me dire. J'étais en train de dire ça, interétatiques. Je pense que c'est le même débat en Europe en fait, hein, simplement sur on est dans une organisation interétatique, donc on peut pas décider de tout, donc on considère qu'il y a une perte de souveraineté. C'est évidemment un débat qui est assez courant finalement. C'est ça, et l'idée c'est de se dire qu'est-ce qui est le plus, de mesurer qu'est-ce qu'on tire de cette organisation et de continuer à évoluer dedans, et qu'est-ce qu'on perd vis-à-vis de justement notre gestion à l'échelle nationale. Et donc c'est ce sujet-là qui est remis en avant avec le départ de l'AES. Enfin, l'un de ces sujets. Et puis aussi simplement la question de c'est des gens et ils n'ont pas forcément envie qu'il y ait d'autres pays qui viennent mettre le nez dans leurs affaires, dans les affaires de leur fonctionnement, quoi. D'autant plus que je crois que tu vas en parler plus tard dans la vidéo, on va revenir dessus sur les menaces d'intervention militaire. Et s'ils ne trouvent pas les réponses qu'ils souhaitent, partira. Et c'est précisément ce qu'ont fait ces 3 pays. Ce qui fait qu'au-delà du fait qu'avec le départ du Niger, du Burkina Faso et du Mali, elle perd des ressources, elle perd des forces armées, elle perd aussi un marché de dizaines de millions de consommateurs, la CEDEAO se retrouve maintenant à répondre à 3 questions. Est-ce qu'elle est encore utile?
Est-ce qu'elle est encore crédible? Et est-ce qu'elle est encore légitime? Est-ce qu'elle est encore utile? Parce que d'après les pays d'AES, elle ne répond plus à ses missions de protection et elle ne lutte plus efficacement contre le terrorisme. Il y a un vrai manque de financement. En fait, les pays membres n'investissent pas assez sur ce sujet. Ce qui fait que les actions sont mises en place sont pas suffisantes pour repousser sérieusement la menace. C'est vrai que c'est structurant. Tu as donné des chiffres, effectivement. Sur la question de la menace terroriste, en fait, c'est un enjeu politique énorme dans cette région et tous les pays y sont confrontés et aucun des pays, que ce soit l'AES ou la CEDEAO, n'a trouvé de solution efficace de lutte contre le terrorisme. On en parlait tout à l'heure, il y a eu l'attaque de l'aéroport au Niger par un groupe terroriste. Il y a un blocus là au Mali en ce moment sur le carburant de l'État, je crois que c'est l'État islamique ou c'est Al-Qaïda, je sais plus. Je crois que c'est l'État islamique sur le carburant au Mali, mais aussi, c'est bien de le rappeler, la CEDEAO est aussi confrontée à ce problème-là. Il n'y a pas que l'AES qui fait face à une espèce de délitement de l'État face au groupe islamiste, quoi. Totalement. Parce que géographiquement, c'était les États qui étaient les plus touchés, font même d'ailleurs partie des États les plus touchés au monde, c'est assez impressionnant. Mais de se dire que ce problème-là, j'allais dire disperse, mais il se propage, et que, en tout cas, au moment où il y a eu cette décision qui a été prise, les budgets, l'investissement n'étaient pas nécessaires, c'était pas perçu comme étant un sujet sur lequel il fallait investir massivement, alors que justement, j'allais dire toute la région, mais même tout le continent pouvait y être confronté. Mmh. Euh, Et les chiffres confirment cette idée. Entre 2019 et 2024, le nombre d'attaques dans la région du Sahel a été multiplié par 7. Et la moitié des morts liées au terrorisme ont lieu dans cette région. Autre point qui pourrait mettre en cause l'utilité de la CEDEAO, le volet commercial. Le commerce intra-CEDEAO est bas. 15% des exportations se font Là, on va parler néocolonialisme, je pense, sur cette question commerciale, très intéressante aussi. vers les autres pays membres, contre 28% vers l'Europe. Et 40% vers l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Je reparaphrase à tes chiffres. Effectivement, la CEDEAO, il y a une espèce de volonté d'intégration économique des États de la CEDEAO, mais en réalité, le commerce se fait essentiellement avec l'Occident, en fait, avec l'Amérique du Nord et avec l'Europe, quoi, en fait. Donc ça, c'est vraiment une dépendance historique aussi de ces pays-là et qui a été aussi une des raisons et un des prétextes du discours de l'AES pour justifier le départ de la CEDEAO. Sans parler même de la monnaie, de la question du franc CFA, enfin, il y a plein de questions de dépendance économique en fait qui font que la CEDEAO peut pas être une zone de coopération comme les autres, quoi. C'est ce qui fait que sa légitimité a été remise en question, c'est de se dire d'accord, sur le volet économique, ils savent qu'ils sont pas bons, donc il y a il y a le volet maintien de la paix. Finalement, il y a plein de failles aussi. Finalement, ça sert à quoi de rester dans la CEDEAO? C'est un peu ce sujet-là qui a été mis en avant et qui a été questionné et qui d'ailleurs est un vrai sujet pour l'avenir de l'organisation. Qui montre clairement que niveau coopération et entraide commerciale, la communauté n'est pas vraiment au niveau attendu. La deuxième question qui se posait, c'était est-ce qu'elle est encore crédible? Rappelez-vous, les 3 ex-pays membres de la CEDEAO l'ont décrit comme un instrument autoritaire qui sanctionne les coups d'État sans se préoccuper des raisons qui ont mené à ces coups, souvent liées à l'insécurité ou à la misère croissante que vivent certains pays, ce qui peut donner l'impression que l'organisation rentre dans une sorte de culture du paraître. On veut se présenter comme un modèle de stabilité démocratique avec des élections carrées en apparence, et ça, même si le prix à payer, c'est une population qui vit mal. Il y a aussi l'idée que ces sanctions, dont on a parlé juste avant, donc sanctions économiques ou retrait du Conseil, sont inutiles et ne permettent pas d'empêcher les coups d'État ou de restaurer les pouvoirs en place. Un cas marquant est celui du Niger, où lorsque le régime de Mohamed Bazoum chute, donc ça c'est en 2023, la CEDEAO sanctionne, menace même d'intervenir militairement. Il faut rappeler que ce coup d'État-là, c'était suite au Burkina Faso et au Mali. Et là, ils se sont dit non, cette fois-ci, on intervient. Il y a eu une tension énorme, même avec l'ambassade de France. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le chat, mais il y a eu une espèce de siège dans l'ambassade de France pendant quelques temps. Et il y avait eu cette menace d'intervention de la CEDEAO. Et effectivement, là, il y avait une perte de crédibilité énorme parce qu'ils ont menacé. Et finalement, ils sont pas intervenus, quoi. Ouais. T'as tout résumé. Hein. Je fais les questions et les réponses maintenant. C'est juste la réponse est dans la vidéo, ça va. Mais au final, n'agit pas. Un événement qui montre à ce moment l'incapacité de l'organisation à véritablement maintenir ce modèle, cet idéal démocratique qu'elle défend. Enfin, il y a le dernier point, est-ce qu'elle est encore légitime? Elle est souvent accusée d'être trop proche des anciennes puissances coloniales, et notamment de la France. C'est un partenaire économique toujours très présent dans l'Afrique de l'Ouest, pas que dans l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs, mais bon, c'est un autre sujet. Ce qui fait que rien que pour le côté business, ils ont souvent des intérêts communs. Et ça, pour une organisation qui avait pour ambition de s'émanciper des anciennes puissances et reconstruire son économie par elle-même, ça l'affiche mal, même si ça ne suffit pas à affirmer qu'elle est seulement là pour servir les intérêts de la France. Et c'est en ça qu'on peut parler de légitimité. Est-ce que la CEDEAO, qui reste l'une des organisations régionales les plus puissantes d'Afrique, peut-elle toujours
permettre la croissance économique de ses États membres, la croissance économique et le dynamisme économique de sa région, tout en s'assurant de la sécurité de ses États. Dans ce sujet-là, il y a aussi la question de est-ce que c'est toujours son rôle? Est-ce que c'est toujours ce sur quoi elle travaille? Est-ce que tous les États membres ont actuellement un intérêt à rester membres? Après, il y a eu un événement récent, la tentative de coup d'État en Bénin de décembre 2025, qui a été déjouée en partie grâce à l'intervention de la CEDEAO et de son armée. Ça envoyé un signal et montrer qu'elle peut être en mesure de protéger les démocraties. Mais au vu des défis auxquels le continent fait maintenant face, l'expansion du terrorisme, c'est plus que le Sahel qui est touché, la crise climatique, les crises politiques et une population de plus en plus jeune qui demande à être entendue davantage par les élites. On a vu ce qui s'est passé au Kenya, on a vu ce qui s'est passé au Maroc. Pour beaucoup d'experts, la CEDEAO doit repenser son modèle si elle doit survivre. Est-ce qu'elle sera en mesure de le faire? Seul l'avenir nous le dira. Voilà, c'était la première vidéo YouTube de l'heure africaine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, c'est ce qui va lui permettre de se développer. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous ai mis le lien de la chaîne YouTube de Sophia en message épinglé comme suggéré par le chat évidemment pour que vous puissiez vous abonner. Je nous remets en caméra principale. Je trouve super ta conclusion sur déjà le côté très nuancé sur bon, c'est pas non plus en train de s'effondrer et tout ça. Et puis aussi sur l'épisode du Bénin qui était très intéressant parce que ça a montré plusieurs choses. Déjà, effectivement, la CEDEAO qui est intervenue, mais pas que. Il y a aussi le Nigeria qui est intervenu. Et je crois que le Nigeria, je sais pas s'il est dans la CEDEAO ou pas. Alors oui, en fait, ils ont intervenu avec l'aval de la CEDEAO. D'accord. Et il y a aussi la France qui a utilisé des ressources de renseignement militaires pour participer à l'intervention. Donc ça pose encore la question de la dépendance à la France, mais ça remet, comme tu le disais, la question de en fait la CEDEAO, si elle le veut, elle est capable d'intervenir militairement et d'empêcher un coup d'État. Donc c'est un peu peut-être un retour de en fait on est capable d'intervenir et d'avoir un fonctionnement d'organisation multinationale plus efficace, quoi. Je pense que c'était vraiment important en plus pour l'organisation là de montrer qu'ils avaient la possibilité d'agir, qu'ils étaient encore pertinents, que ce soit pour les autres États, mais aussi pour la population, parce que c'est un sujet que j'ai pas forcément abordé, même si on le voit un peu dans les images, c'est l'image qu'a l'organisation auprès des populations. Typiquement, dans les États du Sahel, c'est des traîtres qui sont absolument pas panafricains, qui sont vendus à l'Occident. Côté justement des populations qui sont toujours présentes dans le territoire, c'est important de se dire est-ce que nous justement sur ce volet-là de maintien de la paix, est-ce que la CEDEAO peut nous aider? Est-ce qu'elle peut encore être présente? Et là, c'est comme ça aussi que ça a été perçu côté Bénin, par exemple, de se dire d'accord, on a toujours un intérêt à faire partie de cette organisation. Même s'il y a eu un autre débat qui est assez intéressant, c'est côté Nigeria, de se dire ok, là il y a eu, le Nigeria a pu envoyer des forces rapidement pour pouvoir aider le Bénin. Mais bon, nous on a plein de problèmes liés, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est un gros sujet aussi, liés à la sécurité, aux attaques terroristes. Vous avez pu être super efficace pour aller protéger le Bénin, mais nous, il y a des kidnappings. Et, tu veux dire au Nigeria même? Oui, tout à fait. Donc nous, dans notre pays, il y a ces attaques-là. On n'est pas forcément protégé. Pourquoi est-ce que justement c'est facile de le faire pour un autre État? Donc, d'un autre côté, c'est intéressant à l'échelle justement de l'organisation. Ça a aussi soulevé d'autres sujets à l'échelle nationale, mais c'était intéressant en tout cas c'était important pour l'organisation d'être présent là sur cet événement-là. Oui, puis c'est ce que tu dis, c'est très intéressant sur la question des opinions publiques, parce qu'on a vu l'importance d'opinion publique dans les coups d'État au Sahel, justement, sur le discours contre la France, qui a été extrêmement porteur, en fait, pour soutenir ces différents coups d'État. C'est vrai que les opinions publiques peuvent évoluer très vite sur ces questions-là, et ça permet aussi d'affirmer une espèce de puissance de l'État pour les pays membres de la CEDEAO. Les gens ont bien aimé ta vidéo, il y avait plein de commentaires positifs pendant la diffusion. Merci. Il nous reste une bonne dizaine de minutes là. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de tes projets éventuellement pour de nouveaux formats ou les mêmes formats mais sur d'autres sujets? Tu as parlé d'une nouvelle vidéo YouTube. Est-ce que tu peux faire un peu de teasing sur la prochaine vidéo YouTube de ta chaîne? Ce sera le même format, une dizaine de minutes sur un thème un peu géopolitique? Oui, tout à fait. Alors voilà, vous l'aurez en exclu le sujet. Mais en gros, ça va être sur ce sujet-là. En plus, on en parlait quand on parlait de l'Ouganda, des chefs d'État qui restent très longtemps au pouvoir en Afrique, qui sont très très vieux alors que la population est très très jeune. Je pense à Paul Biya notamment, qui a battu pas mal de records, je pense. Tout à fait, on va beaucoup parler de Paul Biya dans cette vidéo parce que c'est quand même assez impressionnant, il faut en parler. Et donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de faire des sujets assez longs où on rentre sur des sujets géopolitiques, on rentre dans les détails, on contextualise, on soulève des questions, on soulève des questions, et de voir un peu sur cette question-là, qu'est-ce qui fait que ce phénomène-là, il est particulièrement présent en Afrique, d'où il vient,
bien et puis surtout, est-ce qu'il est là pour durer? Est-ce que ça va être tout le temps comme ça? Donc voilà, j'en dis pas plus, mais c'est le sujet de la prochaine vidéo. Et puis oui, ce que je vais faire, enfin mon ambition sur YouTube, c'est ça, c'est faire plus de vidéos de ce type. Aussi de faire des vidéos où j'invite des experts pour parler de sujets précis, mais toujours dans une logique accessible. Voilà, que ce soit pas les débats un peu classiques d'experts où si on n'a pas de contexte ou si on n'est pas nous-mêmes spécialistes, on comprend rien, mais vraiment d'éclairer certains points, certains sujets, ou peut-être revenir aussi à l'histoire. Pourquoi est-ce que justement il y a ces mécaniques-là dans tel pays, sur telle question? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et aussi des reportages. Bon, quand j'aurai le budget, je pourrai aller en Afrique faire des reportages en Afrique. C'est pas encore le cas, mais peut-être aussi avec la diaspora sur des initiatives autour de la politique africaine, parce que je trouve ça toujours très intéressant. C'est bien d'expliquer des sujets d'actualité en utilisant les sources, mais c'est encore, enfin, je trouve très intéressant aussi d'aller au contact des personnes qui sont touchées par ces sujets-là pour qu'ils puissent s'exprimer aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer sur la chaîne YouTube. Puis après, sur Instagram et TikTok, continuer les vidéos courtes, en faire de plus en plus, toujours plus intéressantes, qualitatives, etc. Parce que j'ai vu la question passer dans le chat. Alors, Patel Goumi, on répondra peut-être après à ta question, mais j'ai vu passer une question dans le chat sur vraiment sur le contenu. Pour l'instant, tu es toute seule à tout faire. Tu fais le montage, tu te filmes, tu écris, tu fais des recherches. Il n'y a que toi ou tu as des gens qui t'aident aussi? Ou tu es vraiment en freelance pour l'instant? Pour l'instant, je suis toute seule, je fais tout toute seule. Et voilà. Et parce que on n'a pas fait un peu l'historique, mais ça fait combien de temps que tu postes là des vidéos pour l'instant, et comment tu te finances, ou tu souhaiterais te financer pour la suite? Alors, donc j'ai commencé il y a un peu plus d'un an, vraiment le projet Heure africaine, même si c'était une vidéo par-ci par-là. Là, depuis quelques mois, donc août, je suis vraiment à fond sur l'heure africaine, c'est-à-dire je poste là 4-5 fois par semaine, sans compter les vidéos YouTube, et je fais tout toute seule. Et donc l'idée, c'est... alors à côté, vu que je suis journaliste, toujours possibilité de faire, c'est ce que je fais, choses assez classiques, des piges, etc. Et le but, c'est de développer vraiment la communauté, d'avoir la possibilité alors, ça, c'est quelque chose sur lequel je suis pas encore arrêtée, de newsletter ou de Patreon. Je suis pas encore vraiment de réflexion là-dessus. C'est vraiment développer la communauté, prendre en visibilité, améliorer juste les contenus. Pour l'instant, oui, c'est ça, c'est l'idée de monter un peu en puissance et ensuite éventuellement trouver des sources de financement plus tard. Un petit partenariat avec une boisson énergisante de streamer qu'on ne citera pas ici. La question de Patel Goumi qui est intéressante, je vais peut-être l'élargir un peu, mais il dit comment dans ton travail se protéger des actions d'influence russe, et même globalement, en fait, on est dans une période, mais c'est pas que ça concerne pas que le continent africain. Je sais que les actions d'influence russe, c'est un énorme sujet quand on travaille notamment sur l'AES, mais plus globalement, il y a toute la question de l'ingérence. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le choix des médias, en fait, aussi, et puis sur le croisement des sources et sur la recherche, quoi. Ça, c'est vraiment du travail de tri, je suppose, mais c'est une question que t'as envisagée aussi. Je sais pas si t'as déjà eu affaire à ça, des commentaires un peu qui t'accusent de travailler pour tel ou tel pays, ou ce genre de choses, si ça t'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé et je le comprends. Et moi, c'est ce que tu as dit, c'est vraiment croiser les sources et multiplier un maximum, utiliser les sources françaises que j'ai, les sources locales que j'ai, passer par les réseaux sociaux. Ça, encore une fois, je le répète, mais c'est super utile d'avoir des vidéos typiquement sur des manifestations, de voir une personne qui filme, la vidéo elle est super floue et tout ça, et bon, tu vois bien ce qui se passe, donc ça te permet de confirmer en fait ce que tu as lu avant. Puis quand j'ai ces remarques là, bon, je les comprends. Des fois je renvoie à mes sources, des fois j'explique mon point de vue, des fois d'autres personnes qui répondent, et le débat il se fait entre eux. Mais oui, je pense que c'est vraiment multiplier les sources, toujours questionner aussi, puis jamais aussi d'avoir, donc ça c'est du travail journalistique classique, mais d'affirmation claire, c'est par rapport à ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on sait à ce stade-là. Je pense que ça permet de se protéger aussi un peu de tout ça. Oui, pas aller trop loin dans l'interprétation et croiser les sources. Je pense que ça, c'est des règles très importantes. Je pensais à ça parce que je parlais des commentaires, parce que j'ai vu une vidéo que tu as fait sur le Mali, et il y a quelqu'un qui avait dit: pour quel service occidental travaillez-vous? Ça revient souvent, ça. Ça revient souvent, mais dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, on n'a pas trop le choix, on s'y retrouve confronté. Sur la question du développement de ta chaîne, est-ce que tu as d'autres idées de formats éventuellement que tu aimerais bien développer, ou est-ce qu'il y a des choses que tu fais déjà dans lesquelles tu aimerais aller un peu plus loin? Je pense par exemple aux réponses, aux flash info, au suivi. Est-ce qu'il y a une direction que tu voudrais prendre en particulier, ou tu veux continuer à être un peu généraliste comme ça? Alors vraiment, ça j'y tiens. De rester généraliste, d'essayer de toucher vraiment, en tout cas un maximum à l'échelle du continent. Sur le côté information rapide,
Aussi, parce que je trouve que c'est la porte d'entrée justement pour toucher des personnes qui de base s'intéresseraient pas à l'actualité, à l'actualité politique africaine, te dire ah oui c'est passé ça, d'accord, maintenant je comprends. Si jamais je tombe sur une autre information, je saurai d'où ça vient. Et puis l'analyse. En fait, je trouve que l'équilibre là que j'ai, il est bien et il faut que je le développe. Donc, typiquement sur les vidéos décryptage, pouvoir en faire plus, et sur les vidéos actualité, garder c'est rapide. En 1 minute, t'as la possibilité d'avoir un petit peu avoir fait le tour de l'information, mais en ayant quand même du contexte, en sortant pas de la vidéo avec encore plus de questions. Donc c'est vraiment ça. Et puis ce que je te disais tout à l'heure, les interviews de spécialistes et les reportages en terrain. Donc ça, t'as déjà des pistes alors les reportages terrain, je sais qu'en termes, bon c'est pas en termes budgétaires pour un jeune média c'est compliqué, mais des interviews de spécialistes, t'as déjà des pistes, des thèmes que t'aimerais aborder? Alors j'ai déjà des pistes parce que j'ai la chance d'avoir fait des études d'histoire et donc de connaître des spécialistes sur plein de sujets liés au continent africain. Et aussi, voilà, en tant que journaliste, on a toujours un petit peu de réseau, donc c'est un moyen pour pouvoir contacter des personnes. Après, sur les sujets, je réfléchis parce que d'un autre côté, je me dis c'est bien de partir d'un sujet d'actualité et de l'ouvrir. D'un autre côté, il y a des grosses questions liées à la géopolitique africaine où je me dis ce serait bien aussi d'avoir la réponse. Je suis pas encore vraiment arrêtée là-dessus. Je me dis quand je serai à la phase d'écriture, là, je pourrais vraiment m'y poser. Je sais juste que j'ai l'idée d'intégrer quelqu'un spécialiste sur un domaine précis m'intéresse. Et je pense que ça apporterait aussi à ceux qui... Et sur du coup, ça te donnerait des formats peut-être un peu plus longs. En fait, tu veux une espèce de diviser en TikTok où tu as des formats plus courts, plus réponses de max 5 minutes et des formats YouTube peut-être un peu plus longs et un peu différents sur ça. C'est un peu l'idée que tu avais. Oui. J'ai l'impression que c'était un peu ça sur tes réseaux. Oui, et là, je pense qu'avec les interviews, ce serait encore plus long. C'est sympa d'avoir des discussions comme là on peut l'avoir 30 minutes, 1 heure, où on discute, peut-être même faire intervenir alors des personnes qui suivent, pas forcément qu'elles apparaissent, mais où elles peuvent poser leurs questions, où on peut essayer de décortiquer un peu l'idée. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant et puis ça permet du coup d'avoir plein de formats, de propositions différentes. Voilà, je parle après tout de 54 pays, plus d'1 milliard d'habitants, il faut bien qu'il y ait plein de formats différents pour aborder tout ça. Et 2 questions en une, du coup, je me base un peu sur ce que vous dites dans le chat. Il y a à la fois une question de partenariat avec des médias, ça peut être notamment des médias sur le continent africain, et est-ce que tu as des contacts aussi avec déjà des journalistes dans les médias sur place? Ça fait 2 questions, mais qui sont reliées entre elles quand même sur ça. Je vois un petit partenariat. Alors non, très bonne question. Alors ça aussi, oui, j'en ai pas parlé, mais que j'aimerais beaucoup travailler avec des journalistes et des médias locaux. J'ai essayé de le faire. En étant un nouveau média, j'ai pas encore à la portée, je pense, nécessaire pour qu'on puisse avoir des échanges directs pour l'instant, même si en vrai, il y a des choses qui avancent. Mais oui, ça, pour le coup, ça fait clairement partie de mes ambitions. Partenariat, pourquoi pas, mais surtout des échanges pour pouvoir justement travailler avec des journalistes locaux sur des sujets. Là, c'est des sources premières encore plus intéressantes, quoi. Typiquement, j'ai un journaliste qui peut me dire oui, c'est bien passé ça, j'ai des images, etc. Ce serait exceptionnel, même d'en avoir plusieurs, d'en avoir sur différents pays. Ça fait clairement partie de mes ambitions. C'est pas encore le cas, mais oui, totalement, j'aimerais. Et pour l'instant, on peut te suivre donc sur YouTube, TikTok et Instagram. Et je crois que tu utilises plus TikTok. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus de vidéos en volume parce que tu prends aussi le temps de répondre en vidéo à quelques commentaires et à quelques demandes de précision. Est-ce que sur les formats courts, tu as des thèmes dont tu peux déjà nous parler qui sont en train d'être écrits ou que tu vas publier? Alors TikTok, oui, c'est parce que je pense que c'est aussi l'algorithme et la manière dont TikTok fonctionne. Il y a en général beaucoup plus de commentaires, d'échanges, donc forcément, ça m'arrive de répondre en vidéo, parce que je trouve ça intéressant aussi. Donc c'est ce qui fait qu'il y a un plus gros volume. Mais sinon, oui, je suis surtout sur TikTok et Instagram. Et pour les sujets à venir, il y a une vidéo qui devrait sortir aujourd'hui. Donc ce que je peux dire, c'est que si vous voulez savoir de quoi je vais parler, il faut aller sur l'Africaine. Il faut aller sur l'Africaine sur TikTok. Alors je vais remettre le lien du TikTok parce que j'ai mis le lien du YouTube là, mais pour l'instant il n'y a que la vidéo sur la CEDEAO qu'on vient de voir. Mais abonnez-vous, activez la cloche bien sûr pour voir les prochaines vidéos de Sophia. Mais sur le TikTok, on a aussi pas mal de vidéos. Là, c'est plutôt du format court avec à la fois des flash infos, des petites analyses et des réponses à des commentaires. Pour des analyses plus poussées, je pense que ce sera bien sûr sur la chaîne YouTube. Et il y a Faiza qui lance un raid. Salut Faiza, merci beaucoup pour le raid. C'est un raid de fin d'interview.
J'espère que vous avez passé un bon live. Alors, je sais pas si tu connais les raids, Du tout. les raids sur Twitch. En fait, quelqu'un qui a fini son émission nous envoie son public sur notre chaîne. Donc, on a 124 personnes de chez Faiza, qui est une super streameuse qui viennent d'arriver. Merci Faiza. Je pense que ça parlait d'actualité très très fun et réjouissante, bien sûr, comme on a l'habitude ici. Bonjour tout le monde. Écoutez, on arrive à la fin de l'interview, mais du coup, je vous représente mon invité qui s'appelle Sophia, qui vient de lancer, c'était il y a plus d'un an, mais qui a lancé un média qui s'appelle L'Heure Africaine. Il y a le lien YouTube en épinglé, mais aussi une chaîne TikTok et un compte Instagram, un média qui parle de politique africaine. Et je me rends compte qu'on n'a pas du tout parlé dernier sujet que je voulais aborder. On peut en dire 2 mots, je pense. Simplement, tu parles aussi des sujets qui ne sont pas des sujets de politique. Tu as parlé de Aisho Speed notamment, qui est un streamer qui a fait un peu un tour d'Afrique, qui a créé pas mal de discussions assez intéressantes sur la perception qu'on a de l'Afrique. Et tu as parlé un peu de sport, un peu de culture. Enfin, tu essaies aussi de diversifier un petit peu la façon d'aborder les sujets Afrique et pas uniquement de parler de politique et de géopolitique. Totalement. Alors, déjà parce que je trouve ça très intéressant de parler d'autres choses que justement de violence et il n'y a pas que ça parce qu'on parle aussi on beaucoup en est tous là. Je trouve ça toujours intéressant et puis aussi de lier justement des événements culturels et la dimension politique qu'ils peuvent avoir, typiquement avec la CAN où j'ai fait d'Afrique des Nations, ouais. Oui, ça faut préciser. Voir comme ça peut être un événement justement panafricain qui permet de réaffirmer les identités des pays, etc. Ou typiquement cette semaine j'ai fait une vidéo sur Fela Kuti où je disais justement que le fait qu'il ait eu ce Grammy-là, c'est aussi la célébration d'une musique et d'idées et d'un combat qui était vraiment rejeté par les élites au moment où il le projetait, et là maintenant des années plus tard il est célébré. Enfin bref, je trouve ça toujours intéressant ce pont entre tous ces événements culturels, les cultures, et leur portée politique, et ce qu'ils disent en fait du continent, ce qu'ils disent de ces dynamiques, de ces évolutions. Donc dès que j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Puis comme je dis, ça fait des respirations aussi entre 2 sujets sur la guerre. Et puis par rapport à Aisho Speed, je trouvais ça hyper intéressant de voir comment un petit jeune de 21 ans a montré à des millions de jeunes aussi, et moins jeunes, une autre image de l'Afrique, parce que du coup, pour vous donner un peu de contexte, il a fait des lives sur Twitch de plusieurs heures il a fait 20 pays en un mois. En plus, il est vraiment allé Maghreb, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, Australie, etc. Il a vraiment fait une vraie tournée africaine et il filmait juste sans filtre. Donc, ce qui a permis à des personnes qui avaient juste une représentation de l'Afrique très, la guerre, la pauvreté, la misère, de voir des super buildings, de voir des gens habillés comme eux, qui parlent comme eux, qui ont des intérêts communs, de voir plein de choses en fait, des cultures, des diversités qui voyaient pas forcément. Puis voir aussi que c'est un continent riche, qu'il y a des sujets autour de la répartition de la richesse, mais voir plein de choses qu'ils n'avaient pas la possibilité de voir, et de voir comment est-ce que justement ça a créé des débats sur justement, auprès de ces jeunes-là, mais aussi comment est-ce que l'Afrique aussi a accueilli en fait cette nouvelle représentation du continent et des différents pays et de leur j'ai perdu le mot, mais leur individualité. Parce que c'est ça aussi, souvent, c'est l'Afrique. L'extérieur, c'est l'Afrique. On parlait d'essentialisation tout à l'heure et ça te permet de contrer un peu cette idée, quoi. Totalement. Et donc, d'ailleurs, la vidéo a très bien marché, ces streams ont très bien marché, le sujet a pas mal tourné et je trouve ça hyper intéressant aussi. Et pareil, c'est super politique, en fait. Voilà. C'est une note plus positive pour terminer, c'est très bien. Après avoir parlé de guerre, entre autres. Merci beaucoup à toi, Sophia. Donc ton média L'Heure Africaine sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, qui est bien sûr disponible en libre accès. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de réussite et j'espère que vous irez voir la chaîne YouTube et les comptes de Sophia que je vous ai postés. Je vous les reposterai bien sûr après la pause tout à l'heure. Nous, on se retrouve dans 5 minutes, le temps que j'aille me refaire un 11e café pour la deuxième partie de l'émission. On fera évidemment la revue de presse, comme d'habitude, des articles de Mediapart. Je vous mets juste un petit peu de musique d'ascenseur pendant ces 5 minutes de pause. Merci en tout cas d'avoir assisté à cette interview et merci encore à toi, Sophia, d'être venue. Et je vous dis à tout de suite pour ma part.